Lors de notre dîner de famille, papa a fait glisser des papiers sur la table, ta sœur prendra 70% de ton entreprise. J'ai ouvert mon dossier, j'ai pointé la page 8 et je l'ai vu faire tomber sa fourchette par terre. Je m'appelle Dinda et à 32 ans. Ayant grandi dans un quartier moyen à Minneapolis, j'ai toujours été la créative de la famille. Dès que j'ai pu tenir un crayon, je dessinais, je concevais et j'inventais des mondes sur papier. Notre maison était modeste mais confortable avec 4 chambres et un jardin qui donnait sur un petit ruisseau où je m'asseyais pendant des heures pour esquisser le paysage et la faune. Mon père, Frank, maintenant âgé de 60 ans, a bâti son entreprise de fourniture de construction par pure force de volonté et une personnalité intimidante qui faisait que tout le monde autour de lui marchait sur des œufs. Il portait le succès comme une armure, ses costumes sur mesure et ses voitures de luxe annonçant son arrivée avant même qu'il n'entre dans une pièce. Les affaires étaient sa religion, et faire de l'argent était la seule mesure de valeur qu'il comprenait. Ma sœur Stéphanie, 3 ans de plus que moi, à 35 ans, était toujours la prunelle de ses yeux. Elle avait sa personnalité affirmée et partageait ses valeurs matérialistes. Là où je passais des heures à créer de l'art, Stéphanie accompagnait papa aux réunions d'affaires, s'asseyant fièrement à ses côtés pendant qu'il négociait des contrats. Dès l'enfance, il était clair qui était préparé à suivre ses traces. Ma mère, Laura, une ancienne institutrice qui a abandonné sa carrière à notre naissance, était le contrepoids doux à mon père. Elle encourageait secrètement mes aspirations artistiques, m'achetant du matériel quand papa refusait de gaspiller de l'argent sur ce qu'il appelait mon passe-temps. Elle murmurait que mon talent était spécial, mais jamais assez fort pour que mon père l'entende. Son soutien était toujours conditionné à son approbation, ce qui le rendait à la fois précieux et douloureux. La nette différence dans la façon dont papa nous traitait est devenue indéniable quand j'ai eu 18 ans. Stéphanie venait d'obtenir un diplôme en commerce que papa avait entièrement payé, y compris un appartement au centre-ville et une nouvelle voiture. Quand j'ai été accepté au Minneapolis College of Art and Design, papa a refusé de contribuer un seul centime. Je me souviens de ces mots exacts à table ce soir-là. Ma lettre d'acceptation était posée à côté de mon assiette pendant que maman apportait un petit gâteau pour célébrer. Mon père a pris la lettre, l'a parcourue et l'a laissée tomber comme si elle était contaminée. Papa a dit que l'école d'art était pour les rêveurs qui finiraient par faire la plonge. Une perte de temps et d'argent. Si je voulais jeter ma vie sur des images, je pouvais payer moi-même. Stéphanie a souri de l'autre côté de la table, ajoutant que peut-être je pourrais concevoir les menus pour le restaurant où j'allais finir par travailler. Cette blague cruelle lui a valu un nouvel ordinateur portable de papa le lendemain. J'ai travaillé 3 emplois pour payer mes études. Le matin dans un café avant les cours, le soir dans un atelier d'impression, apprenant le côté technique du design, et les week-ends à faire du babysitting pour des professeurs qui prenaient pitié de ma situation. Je vivais dans le plus petit appartement studio imaginable, avec à peine assez de place pour un lit et ma table à dessin. De nombreuses nuits, j'ai survécu avec des nouilles instantanées et de la détermination. Pendant ce temps, Stéphanie a obtenu son diplôme et a immédiatement reçu un financement de papa pour lancer sa première entreprise, une boutique de vêtements haut de gamme. Il a investi $200 000 sans hésitation, même si elle n'avait aucune expérience dans le commerce de détail. Quand cette entreprise a échoué en moins d'1 an en raison de sa mauvaise gestion et de ses dépenses extravagantes, il a blâmé l'économie, pas son leadership. Au cours de la décennie suivante, ce schéma s'est répété avec une prévisibilité douloureuse. Stéphanie proposait une nouvelle idée d'entreprise. Papa la finançait généreusement. L'entreprise échouait, et d'une manière ou d'une autre, ce n'était jamais de sa faute. Un restaurant qui a fermé après 8 mois. Un spa de luxe qui a fait perdre de l'argent pendant 2 ans. Une entreprise d'importation de bijoux qui s'est effondrée sous des problèmes de stock. Chaque échec était amorti par l'argent et les excuses de papa. Pendant tout ce temps, j'ai continué à me concentrer sur mon éducation et à développer mes compétences. J'ai obtenu mon diplôme avec mention malgré l'épuisement de travailler à plusieurs emplois. Mon portfolio senior a remporté le prix du département et plusieurs de mes professeurs m'ont proposé de me connecter avec des contacts de l'industrie. Papa et Stéphanie n'ont pas assisté à ma remise de diplôme. Maman est venue mais est partie tôt parce que papa avait besoin d'elle pour un dîner d'affaires. Le contraste saisissant entre la dépendance de Stéphanie et mon autosuffisance n'a fait que croître avec le temps. Alors qu'elle retournait à la maison après chaque échec commercial, je suis restée farouchement indépendante, déterminée à réussir à mes propres conditions. Si ma famille ne valorisait pas mes choix, je construirais une vie où d'autres le feraient. Pendant ces années d'université,
j'ai aussi commencé à reconnaître les schémas manipulateurs dans le comportement de mon père. Son amour et son approbation n'ont jamais été inconditionnels, mais toujours liés à la conformité à ses souhaits. Les réunions de famille sont devenues moins fréquentes à mesure que j'établissais mon indépendance, et quand nous nous rencontrions, il y avait toujours une tension sous-jacente. Mes réalisations étaient minimisées alors que les plus petits efforts de Stéphanie étaient célébrés de manière extravagante. Malgré tout cela, une partie de moi aspirait toujours à l'approbation de mon père. Ce besoin d'enfant d'une validation parentale n'avait jamais complètement disparu, peu importe combien je le rationalisais. C'est ce mince espoir qui me ramènerait finalement à leur table un jour, malgré tous les avertissements que j'aurais dû écouter. Après l'obtention de mon diplôme de design en main et détermination dans mon cœur, j'ai lancé mon entreprise de graphisme depuis mon minuscule appartement studio. Je n'avais pas de capital de démarrage, pas de relations familiales et pas de filet de sécurité. Ce que j'avais, c'était du talent, une éducation et la résilience qui vient d'années passées à entendre qu'on ne vous dit pas que vous n'êtes pas assez bien. Mon appartement studio a doublé comme mon premier bureau. J'ai converti ma petite table à manger en poste de travail en utilisant un ordinateur d'occasion que j'avais amélioré pièce par pièce pendant mes études. Mes premières cartes de visite ont été conçues et imprimées par moi-même dans l'atelier d'impression où je travaillais encore à temps partiel pour payer mon loyer. Mon premier site web a été construit pendant des nuits blanches après avoir terminé des projets clients. Le début a été brutalement difficile. J'ai accepté n'importe quel travail de design qui se présentait, peu importe sa taille. Création de logos pour des startups locales, mise en page de menus pour des restaurants de quartier, cartes de visite pour des entrepreneurs individuels, et flyers pour des événements communautaires. Le salaire était minime, mais chaque projet a enrichi mon portfolio et mon réseau de clients. 4 mois plus tard, fonctionnant avec un régime de café et de détermination, j'ai décroché mon premier client important. Une brasserie locale avait besoin d'un relooking complet avant son expansion. Le propriétaire avait vu une affiche que j'avais conçue pour un festival de musique et m'avait retrouvé. Les frais du projet représentaient plus d'argent que je n'en avais vu en une seule fois de toute ma vie, bien que j'ai appris plus tard qu'ils étaient bien en deçà de la norme de l'industrie. J'ai tout mis dans ce projet, travaillant 20 heures par jour pour livrer quelque chose d'extraordinaire. Quand j'ai présenté les designs finaux, le propriétaire de la brasserie est resté sans voix. Il a mis en œuvre tous les éléments et m'a référé à 3 autres propriétaires d'entreprises de son réseau. Ce fut le premier moment où je me suis senti comme une véritable propriétaire d'entreprise plutôt qu'une simple artiste en difficulté. Grâce à ces recommandations, j'ai commencé à me bâtir une réputation de travail de conception créatif et efficace. Le bouche à oreille est devenu mon outil marketing le plus puissant. Les clients appréciaient non seulement mes designs, mais aussi mon professionnalisme et ma capacité à traduire leurs idées vagues en identités visuelles concrètes. À la fin de ma 2e année, j'ai eu suffisamment de travail régulier pour quitter mon emploi à temps partiel dans l'atelier d'impression et me consacrer entièrement à mon entreprise. J'ai créé un site web dédié, présentant mon portfolio grandissant, et j'ai investi dans du matériel professionnel. Mon minuscule appartement débordait de matériel de conception, de dossiers clients et de l'énergie d'une entreprise en pleine croissance. La 3e année a marqué un tournant important. Une agence de marketing régionale m'a engagé pour du travail supplémentaire, ce qui a assuré un revenu régulier. Un article dans un magazine d'affaires local m'a présenté comme une designer montante à surveiller. Et surtout, j'ai obtenu suffisamment de clients réguliers pour louer un petit espace commercial au centre-ville. Emménager dans ce bureau, aussi modeste soit-il, a semblé monumental. L'espace était auparavant une salle de stockage pour un plus grand bureau, avec juste assez de place pour mon bureau, un petit espace de réunion et de la place pour un poste de travail supplémentaire. Les fenêtres étaient petites et la ventilation discutable, mais c'était le mien. J'ai peint les murs moi-même, installé des meubles abordables mais élégants, et j'ai enfin eu une adresse professionnelle à mettre sur mes cartes de visite. 6 mois plus tard, j'ai embauché ma première employée, Jessica, une jeune diplômée d'un talent incroyable qui me rappelait moi-même. Ensemble, nous avons abordé des projets plus importants et élargi notre offre de services. Nous avons travaillé des heures déraisonnables, commandant souvent à emporter et travaillant jusqu'à minuit pour respecter les délais. Mais il y avait de la joie à construire quelque chose de significatif. Alors que mon entreprise se développait régulièrement, j'ai fait d'innombrables sacrifices. Pas de vacances pendant 4 ans d'affilée, pas de nouveaux vêtements ni d'achat de luxe. Chaque dollar de profit retournait à l'entreprise. Je vivais dans le même petit appartement,
même si mon entreprise avait déménagé dans un espace commercial approprié. Ma voiture personnelle est restée la Honda d'occasion que j'avais achetée à l'université, maintenant avec plus de 150 000 km, tenue ensemble par l'espoir et du ruban adhésif. Au bout de 5 ans, Dinda Design Studio s'était transformé d'une entreprise individuelle en une agence boutique avec 5 employés à temps plein. Nous avions déménagé dans des locaux plus grands avec de véritables fenêtres et une salle de conférence dédiée. Notre liste de clients comprenait des entreprises régionales et quelques comptes nationaux. Les pairs de l'industrie remarquaient notre approche distinctive du design. Ce qui nous distinguait était mon insistance à comprendre réellement l'activité de chaque client avant de créer des designs. Alors que d'autres agences produisaient des travaux tendance mais génériques, nous passions du temps à nous immerger dans l'industrie, les clients et la concurrence des clients. Cette approche axée sur la recherche a abouti à des designs qui non seulement étaient beaux, mais qui fonctionnaient réellement sur le marché. Cette approche distinctive a conduit à une reconnaissance de l'industrie. Nous avons remporté des prix régionaux de design et j'ai été invité à prendre la parole lors de conférences de design. Chaque laurier était significatif car il validait le chemin que j'avais choisi malgré le dédain de mon père pour ma carrière. Malgré toute cette croissance et ce succès, ma famille est restée remarquablement absente. Papa n'a jamais posé de questions sur mon entreprise. Maman appelait occasionnellement pour prendre des nouvelles, mais ces conversations étaient superficielles, et elle semblait mal à l'aise quand je partageais mes réussites professionnelles. Stéphanie, d'après ce que maman mentionnait, avait lancé sa 6e entreprise, une sorte de société de planification d'événements, à nouveau financée par papa. Le développement le plus récent et le plus excitant est survenu le mois dernier, lorsqu'après des semaines de présentations et de négociations, nous avons décroché un contrat avec National Retail Solutions, une entreprise qui doublerait effectivement notre chiffre d'affaires annuel. Ce client ferait de nous, d'une entreprise locale prospère, un studio de design reconnu à l'échelle nationale. Le contrat représentait non seulement une croissance financière, mais aussi une validation de tout ce que j'avais construit. J'ai célébré avec mon équipe, les emmenant dans un dîner chic où nous avons trinqué à notre travail acharné et à notre succès futur. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, que je pouvais enfin me permettre de moderniser, je me suis accordé un moment de pure fierté. J'avais construit quelque chose de précieux à partir de rien, si ce n'est de mon propre talent et de ma persévérance. Le lendemain même, après 5 ans de contact minimal, mon père m'a appelé pour m'inviter à dîner chez mes parents. Il a dit avoir entendu parler de mon récent succès et voulait célébrer en famille. À ce moment-là, une sonnette d'alarme aurait dû retentir dans mon esprit. Au lieu de cela, j'ai entendu seulement la validation que j'avais inconsciemment désirée depuis si longtemps. L'appel de mon père est arrivé un mardi après-midi alors que je révisais des épreuves de design avec Jessica. Son nom sur mon écran de téléphone était si inattendu que j'ai presque hésité à répondre. Nous n'avions pas parlé depuis des mois, et notre dernière conversation avait été un échange de 3 minutes à Noël, où il m'avait demandé des nouvelles de mon entreprise, uniquement pour me parler de la nouvelle entreprise de Stéphanie. Sa voix était inhabituellement chaleureuse, presque joviale. Papa m'a dit avoir entendu dire par des voix officieuses mon gros contrat avec National Retail Solutions. J'ai été immédiatement méfiante car je n'en avais parlé à personne dans ma famille, et nous n'avions pas encore publié de communiqué de presse. Il devait sûrement me surveiller par l'intermédiaire de contacts professionnels. Mon succès semble faire parler la communauté des affaires, a-t-il dit avec une fierté que je n'avais jamais entendu diriger vers mon travail auparavant. Ta mère et moi aimerions beaucoup t'inviter à dîner ce dimanche pour célébrer comme il se doit. Une célébration familiale pour notre fille prospère. Les mots que j'avais attendus des décennies pour entendre, résonnaient pourtant creux, venant si soudainement après des années de dédain. Pourtant, une partie de moi, enfantine, voulait désespérément croire que cela représentait un véritable changement, une reconnaissance finale de ma valeur dans la monnaie que mon père valorisait le plus, le succès commercial. J'ai accepté timidement et il a semblé sincèrement heureux, disant « Je vais griller mes côtelettes préférées et ouvrir une bouteille de vin spécial ». En terminant l'appel, il a ajouté négligemment que Stéphanie serait là aussi et qu'elle avait de l'amour pour moi pour partager certaines de mes perspectives commerciales puisqu'elle avait du mal à lancer son entreprise d'organisation d'événements. Ce dernier commentaire a planté la première graine de doute. De toutes ces années, papa n'avait jamais suggéré que Stéphanie pourrait apprendre quoi que ce soit de moi. Au contraire, il l'avait toujours présentée comme la business savvy, malgré son bilan d'échec. La veille du dîner, ma mère a appelé pendant que j'étais au bureau. Sa voix avait cette qualité tendue et contrôlée qu'elle prenait toujours quand elle parlait à un endroit où papa pouvait entendre. « De Linda » a-t-elle dit doucement.
Je voulais juste m'assurer que tu viens demain. Ton père prépare ce dîner depuis une semaine. Il m'a même fait prendre ces tartes à la framboise et au chocolat que tu aimais quand tu étais petite. La gaieté forcée dans sa voix amplifiait mes soupçons. J'adore le chocolat et la framboise, maman. Mais depuis quand papa se soucie-t-il de mes préférences en matière de dessert? Il y eut une pause, puis sa voix baissa encore plus. Il a eu beaucoup de réunions avec Stéphanie cette semaine et avec son avocat. Elle a de nouveau marqué une pause. Viens juste préparer. D'accord. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle a rapidement dit qu'elle devait y aller et a raccroché. Cet avertissement critique a fait tourner mon esprit à toute vitesse. J'ai immédiatement appelé James Patterson, un avocat qui m'avait aidé pour mes contrats commerciaux et qui était devenu une sorte de mentor pour moi. Pendant le déjeuner ce jour-là, j'ai expliqué la situation à James. Il a écouté attentivement, son expression devenant plus inquiète à mesure que je détaillais l'histoire de ma dynamique familiale et de cet intérêt soudain pour mon entreprise. Ce ne ressemble pas à un dîner de célébration, Dinda, a-t-il dit finalement. Cela ressemble à un ordre du jour. Compte tenu de l'historique de votre père à financer les entreprises de votre sœur et de son intérêt soudain après votre gros contrat, je pense que nous devrions prendre des précautions. Ensemble, nous avons passé l'après-midi à préparer un dossier de documents, des preuves de la propriété exclusive de mon entreprise, montrant que je n'avais jamais pris un centime de mes parents pour l'entreprise, des documents du petit prêt d'entreprise que j'avais remboursé en avance sur le calendrier, et des copies de tous les enregistrements et licences commerciaux pertinents. Au bas du dossier, James a ajouté un document décrivant les protections légales déjà en place pour mon entreprise, y compris des clauses qui empêcheraient une acquisition forcée ou un partenariat sans mon consentement explicite. Il a également suggéré que j'apporte un petit enregistreur vocal légal dans notre État avec le consentement d'une partie. La préparation de ces matériaux était à la fois rassurante et déchirante. Bien que j'ai passé des années à bâtir une entreprise prospère, je devais maintenant la protéger des personnes même qui auraient dû être mes plus grands soutiens. Le dîner de famille dont j'avais rêvé comme d'un moment de réconciliation nécessitait plutôt une préparation juridique. La veille du dîner, j'ai à peine dormi. J'ai répété des scénarios potentiels dans mon esprit, pratiqué à garder mes émotions sous contrôle, et me suis rappelé encore et encore tout ce que j'avais construit sans leur aide ni leur approbation. Je ne permettrai pas qu'un désir momentané de validation familiale menace ce que j'avais créé. Dimanche est arrivé avec un temps d'automne parfait, vif et ensoleillé. Je me suis habillé soigneusement dans un tailleur d'affaires gris anthracite qui projetait la confiance et le professionnalisme plutôt que la tenue décontractée typique d'un dîner de famille. J'ai glissé mon dossier dans un portefeuille en cuir et j'ai placé le petit enregistreur vocal dans la poche de ma veste. En conduisant les 20 minutes jusqu'à la maison de banlieue de mes parents, des souvenirs ont refait surface. Des fêtes d'anniversaire dans le jardin, des matins de fête à ouvrir des cadeaux, des soirées cinéma en famille avant que papa ne soit obsédé par la préparation de Stéphanie au succès commercial. La maison représentait à la fois l'appartenance et le rejet, le confort et la douleur. La maison avait exactement la même apparence qu'elle avait depuis 20 ans. Pelouse impeccable, parterre de fleurs soigneusement entretenu que maman entretenait comme sa seule échappatoire créative, et l'imposante porte d'entrée avec ses panneaux de verre colorés que papa avait importés d'ailleurs en Europe à grands frais. Je me suis assise dans ma voiture pendant plusieurs minutes, rassemblant ma résolution. Par les fenêtres avant, je pouvais voir du mouvement à l'intérieur. Maman arrangeant quelque chose sur la table à manger, papa gesticulant avec emphase en parlant au téléphone, et Stéphanie regardant par la fenêtre avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, mais qui m'envoyait un frisson néanmoins. Prenant une profonde inspiration, j'ai attrapé mon portefeuille et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Le poids du dossier à l'intérieur donnait l'impression d'une armure contre tout ce qui m'attendait à la table du dîner de famille. Quoi qu'ils aient prévu, j'étais préparé. Du moins, c'est ce que je me suis dit en sonnant la sonnette de ma maison d'enfance. Maman a ouvert la porte avec un sourire trop joyeux qui n'atteignait pas ses yeux anxieux. Elle m'a serré brièvement dans ses bras, sa silhouette mince semblant encore plus fragile que je ne me souvenais. Elle sentait le même parfum floral qu'elle portait depuis que j'étais enfant. L'odeur m'a instantanément transporté à des histoires avant de dormir et à des projets artistiques secrets cachés de la désapprobation de papa. « Delinda, tu as l'air si professionnel, a-t-elle dit, examinant mon tailleur d'affaires avec surprise. Je pensais que c'était un dîner de famille décontracté. J'ai souri sèchement. Je viens juste d'une réunion client, ai-je menti. Réticente à révéler mon choix tactique de tenue. La maison était immaculée comme toujours, pas un coussin déplacé ou une surface non polie.
des photos de famille bordaient le couloir, et j'ai remarqué avec une pointe au cœur que les plus récentes ne mettaient en vedette que Stéphanie avec nos parents. Ma photo de remise de diplôme avait été reléguée dans un petit cadre sur une table d'appoint, partiellement cachée derrière un grand vase. Papa est sorti de son bureau vêtu de ce que j'ai reconnu comme sa tenue de négociation commerciale, un costume bleu marine avec une cravate puissante. L'incongruité d'une tenue aussi formelle pour un dîner supposé décontracté n'a fait que confirmer mes soupçons. « Voici ma fille Prospère », a-t-il grondé, m'enlaçant avec un enthousiasme inhabituel. Son eau de Cologne était écrasante, comme s'il en avait appliqué une dose supplémentaire pour l'occasion. Je ne peux pas te dire à quel point nous sommes fiers que ta petite entreprise fasse autant de vagues. La petite entreprise condescendante m'a piqué, venant de quelqu'un qui n'avait jamais reconnu mon travail du tout jusqu'à présent. 5 ans à construire quelque chose à partir de rien, réduit à un joli petit projet qui avait curieusement trébuché vers le succès. Stéphanie est entrée de la cuisine portant une robe qui semblait chère et qui avait toujours l'éclat poli de la nouveauté. Son sourire était pratiqué, le même qu'elle utilisait sur les cartes de Noël de famille que papa envoyait aux associés commerciaux. Eh bien, si ce n'est pas la génie artistique devenue homme d'affaires, a-t-elle dit, vous embrassant près de ma joue. Ses yeux ont effectué une évaluation rapide de ma tenue, de mon portefeuille, même de mes chaussures, calculant leur valeur avec la précision que notre père lui avait enseignée. Le dîner est prêt, a annoncé maman, sa voix légèrement plus haute que la normale. J'ai préparé tous vos plats préférés, Dinda. La salle à manger était dressée avec la vaisselle formelle réservée aux invités d'affaires importants. Un autre signal d'alarme. Une bouteille de champagne coûteux était au frais dans un seau à glace, et les steaks promis étaient disposés sur un plat de service aux côtés de légumes rôtis et de mes pommes de terre au four préférées d'enfance. En prenant place, j'ai remarqué que des marque-places avaient été disposées, me plaçant directement en face de papa avec Stéphanie à sa droite, sa position de pouvoir pour les réunions d'affaires à la maison. Maman était assise à ma droite, légèrement à l'écart du triangle principal, sa place à table, une manifestation physique de son rôle dans la famille. Papa a découpé les steaks avec une précision cérémonielle tout en discutant des développements du quartier et des réalisations des parents éloignés. Tout au long des hors-d'œuvre et du plat principal, j'ai regardé un spectacle se dérouler. Papa était exceptionnellement intéressé par mon entreprise, posant des questions, mais n'écoutant jamais tout à fait les réponses avant de ramener la conversation sur l'impressionnante perspicacité commerciale de Stéphanie, malgré ses revers temporaires. Maman a à peine touché sa nourriture, la poussant sur son assiette et remplissant son verre de vin avec une fréquence inhabituelle. Stéphanie a gardé son sourire satisfait tout au long du dîner, vérifiant occasionnellement son téléphone comme si elle attendait un message important sur le résultat de la soirée. J'ai répondu à leurs questions avec soin, ne révélant rien sur les finances ou les stratégies commerciales de mes clients. Au lieu de cela, j'ai redirigé avec des déclarations générales sur l'industrie du graphisme et des observations vagues sur les tendances commerciales. Pendant ce temps, le dossier de mon portefeuille était comme un bouclier contre ma jambe sous la table. Alors que maman apportait les tartes à la framboise et au chocolat promises, papa s'éclaircit la gorge avec le même son qu'il utilisait pour commencer les présentations d'affaires. J'ai croisé le regard de maman brièvement et elle a détourné les yeux rapidement, confirmation que quoi qu'il arrive, cela avait été planifié depuis le début. Eh bien, maintenant que nous avons savouré ce merveilleux repas, il est temps de discuter de quelques questions importantes concernant les affaires de famille, a annoncé papa, reculant légèrement de la table. Son ton a changé de décontracté à autoritaire. En un instant, Stéphanie s'est redressée sur sa chaise, soudainement alerte et engagée d'une manière qu'elle n'avait pas été pendant tout le dîner. Maman s'est affairée à servir le dessert, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle plaçait une tarte sur mon assiette. Dinda, a poursuivi papa, nous ne pourrions pas être plus fiers de la façon dont tu as réussi à transformer tes talents artistiques en une entreprise viable. Cela a dépassé toutes nos attentes. Il a fait une pause, partageant un regard avec Stéphanie qui a envoyé des signaux d'alarme à travers mon corps. C'est précisément ce succès qui nous a amenés ici ce soir. Il a attrapé à côté de lui un dossier en cuir qui correspondait à la couleur de la robe de Stéphanie, trop assorti pour être une coïncidence. Il est temps de faire passer votre entreprise au niveau supérieur grâce à une intégration familiale. Avec une précision calculée, il a ouvert le dossier et a retiré une pile de documents juridiques, me les faisant glisser sur la table en acajou. Le mouvement était fluide, confiant, l'action d'un homme qui avait exécuté de nombreux jeux de pouvoir similaires, et qui en était toujours sorti victorieux. Nous avons rédigé les documents pour faire de Stéphanie la partenaire majoritaire de votre cabinet de design.
Elle prendrait 70% de la propriété, apportant son expertise commerciale et les connexions de notre famille pour élever ce que vous avez commencé. J'ai regardé les documents sans les toucher. Mon dessert oublié. L'audace était stupéfiante. 70%. Pas même une prétention de partenariat égal. Un rachat complet déguisé en faveur pour moi. Stéphanie s'est penchée en avant, son expression passant à ce qu'elle pensait clairement être du mentorat. J'ai déjà brainstormé des améliorations à votre modèle d'affaires. Eh bien, il faut redécorer cet espace de bureau terne, réduire le personnel inutile et se concentrer sur des secteurs clients plus rentables. Elle a continué à décrire ses plans pour mon entreprise comme si elle lui appartenait déjà, expliquant comment elle remplacerait mon équipe soigneusement sélectionnée par ses propres contacts et réorganiserait complètement la philosophie commerciale qui nous avait rendus prospères en premier lieu. C'est une formidable opportunité, a ajouté papa quand Stéphanie a finalement repris son souffle. Avec notre soutien et le leadership de Stéphanie, votre petite boutique de design pourrait devenir un véritable concurrent dans l'industrie. Le condescendance était palpable. 5 ans de semaine de 60 heures à tout sacrifier pour bâtir mon entreprise, réduit à une petite boutique de design qui avait besoin d'être sauvée par la sœur qui n'avait jamais réussi à gérer quoi que ce soit. Maman a finalement pris la parole, sa voix à peine audible. Les papiers doivent être signés ce soir. Tout a été arrangé avec les avocats. L'immédiateté de la demande a confirmé ce qu'était réellement ce dîner. Une embuscade conçue pour me faire pression pour prendre une décision irréversible alors que j'étais entouré de ma famille. Malgré la préparation à quelque chose comme cela, la réalité de leur trahison m'a frappé avec une force physique. La douleur familière d'être la déception de la famille s'est transformée en quelque chose de plus vif, une douleur qui irradiait de ma poitrine alors que je réalisais la vraie nature de ce qui se passait. Papa a poussé les papiers plus près de moi et a tendu un stylo coûteux, le même qu'il utilisait pour signer des contrats importants. L'attente de conformité était écrite sur son visage, la certitude absolue que je me mettrais au pas comme il se devait. C'est une offre unique, Dinda, a dit son ton, se durcissant à ce ton qu'il utilisait pour les ultimatums commerciaux. Tu signes ce soir, ou tu peux te considérer comme banni de cette famille de façon permanente. Plus de fêtes, plus de connexions, rien. Il a fait une pause pour créer un effet. Et crois-moi, nous pouvons te rendre les choses très difficiles pour ton entreprise si tu n'es pas avec nous. La menace flottait dans l'air, lourde et explicite. À ce moment-là, en regardant les 3 visages impatients autour de la table, j'ai ressenti un étrange calme remplacer le choc initial. Ce n'était pas une nouvelle trahison, mais l'aboutissement d'un schéma de toute une vie enfin révélé sans prétention ni déguisement. Le silence qui a suivi l'ultimatum de mon père s'est étiré inconfortablement. Le seul son était le doux tic-tac de l'horloge ancienne dans le coin, marquant les secondes de ce moment crucial. Ma mère fixait son dessert à moitié mangé. Stéphanie s'est penchée en avant avec une anticipation à peine contenue et mon père a gardé sa main tendue avec le stylo, une confiance absolue émanant de sa posture. Je me suis permis de ressentir tout le poids de cette trahison, de reconnaître la douleur de réaliser que même mon succès commercial n'était pas suffisant pour gagner leur respect. Seulement leur désir de contrôler et de profiter de mon travail acharné. Dans cette pause momentanée, j'ai fait la paix avec ce que j'avais toujours su, mais que j'avais essayé de nier, que leur amour avait toujours été conditionnel. Avec un calme délibéré qui m'a surprise moi-même, j'ai tendu la main vers mon portefeuille. Le mouvement les a pris au dépourvu, n'était clairement pas dans le scénario qu'ils avaient préparé. La confusion a traversé le visage de mon père alors que je retirais mon propre dossier et le plaçais sur la table à côté des papiers qu'il me tendait. Avant de signer quoi que ce soit, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne le sentais, je pense que nous devrions passer en revue certaines informations. J'ai ouvert mon dossier avec la même précision délibérée que mon père avait utilisée. Me tournant vers la page 8 où James avait arrangé les documents les plus critiques. J'ai tourné le dossier pour qu'il soit face à mon père et j'ai pointé la section mise en évidence. Ceci est la documentation juridique confirmant ma propriété exclusive de Dinda Design Studio, ai-je expliqué d'un ton professionnel que j'avais cultivé pour les présentations clients. Ci-dessous se trouve la vérification que l'entreprise a été entièrement bâtie avec mon propre capital, un petit prêt commercial qui a été remboursé en totalité il y a 2 ans et sans aucune contribution financière d'un membre de la famille. L'expression de mon père est passée de la confusion aux premiers indices d'inquiétude. Il a rapproché le dossier, parcourant les documents avec l'intensité qu'il réservait généralement aux contrats valant des millions. J'ai continué à tourner la page. Ceci est une évaluation complète de la valorisation actuelle de l'entreprise.
suite à notre récent contrat avec National Retail Solutions. Comme vous pouvez le voir, il est considérablement plus élevé que votre rachat proposé ne le suggère. J'ai tourné une autre page, et ceci est particulièrement pertinent pour la discussion de ce soir. C'est un enregistrement complet des 7 entreprises précédentes de Stéphanie, de leurs investissements initiaux, de leur période d'exploitation et de leurs pertes financières ultimes. La fourchette de mon père, qu'il tenait distraitement pendant ma présentation, a claque sur son assiette alors qu'il voyait la comptabilité détaillée des échecs répétés de sa fille présentée en termes financiers précis. Le bruit a fait sursauter ma mère, manquant de renverser son vin. « Comment avez-vous obtenu ces informations » a exigé Stéphanie, son calme se fissurant pour la première fois. « J'ai des ressources », ai-je répondu simplement. « Tout comme j'ai la documentation de votre récente déclaration de faillite et des privilèges fiscaux sur votre entreprise d'organisation d'événements. » La couleur a quitté le visage de Stéphanie. Ces informations n'étaient pas censées être des enregistrements publics pour l'instant. Ses yeux ont jeté un coup d'œil à notre père, qui fixait toujours mes documents, son expression se durcissant. « J'ai bâti mon entreprise sans un centime de cette famille, ai-je dit, gardant ma voix égale malgré l'émotion menaçant de transparaître. J'ai travaillé 3 emplois pour payer mes études quand vous, j'ai regardé directement mon père, avez refusé d'aider avec la bourse alors que vous financiez entièrement l'éducation et les entreprises ratées de Stéphanie. Je me suis tourné vers ma sœur. J'ai embauché des personnes talentueuses qui partagent ma vision et mon éthique de travail, pas par obligation familiale ou par connexion. Nous avons gagné notre succès et notre réputation grâce à une qualité et une innovation constantes, pas par des raccourcis ou des noms de famille. Mon père a finalement trouvé sa voie, bien qu'elle ait manqué de son ton autoritaire habituel. Il s'agit de la famille, d'Inda, de mettre nos ressources en commun pour un bénéfice mutuel. Est-ce le cas ? Ai-je demandé, me tournant vers un autre document de mon dossier. Parce que ces statuts de constitution pour votre nouvelle société holding datés de la semaine dernière, suggèrent qu'il s'agit de sauver votre propre entreprise en utilisant la mienne. Votre entreprise de fourniture de construction est en faillite, n'est-ce pas ? Le choc sur son visage a confirmé ce que James avait découvert par l'intermédiaire de ses contacts professionnels. L'empire de mon père, bâti sur l'intimidation et les vieux modèles d'affaires, s'effondrait sous la pression des nouveaux marchés et de la concurrence. « Tu ne sais pas de quoi tu parles » a-t-il balbutié. Mais le déni manquait de conviction. « Je sais exactement de quoi je parle » ai-je rétorqué, révélant le document suivant. Votre tentative d'utiliser mon entreprise comme garantie pour un nouveau financement. Pensiez-vous que je ne le découvrirais pas ? J'ai atteint la poche de ma veste et j'ai placé le petit enregistreur vocal sur la table. Dans mon état, le consentement d'une partie est suffisant pour les enregistrements, ai-je expliqué. Tout ce qui a été dit ce soir est documenté, y compris la menace de nuire à mon entreprise si je ne me conformais pas à vos demandes. La révélation de l'enregistreur vocal a été le coup de grâce pour le sang-froid de mon père. Son visage s'est empourpré de colère alors qu'il réalisait qu'il avait été déjoué à son propre jeu, espèce d'ingrate, a commencé Stéphanie, mais sa voix s'est brisée d'émotion. Elle a regardé désespérément notre père à la recherche de l'intervention et du sauvetage qu'elle avait toujours reçu. À la surprise générale, c'est ma mère qui a parlé ensuite. C'est vrai, a-t-elle dit doucement. Frank a perdu le contrat Anderson le mois dernier. La banque menace de rappeler leur prêt. Ses mains tremblaient alors qu'elle me regardait enfin directement. Il pensait que votre entreprise pouvait tout réparer. Laura, mon père, a-t-il aboyé, mais maman a continué des vérités refoulées depuis des années, qui finissaient par éclater. Stéphanie est au bord de la faillite. Papa a 3 mois de retard sur le loyer du bureau. Elle a pris une respiration tremblante. Il voulait utiliser votre succès pour tout réparer. Je suis tellement désolé, Dinda. La franchise brute de sa confession flottait dans l'air. Stéphanie a éclaté en sanglots, le façade soigneusement construite s'effondrant complètement. Mon père était assis, rigide de fureur et d'humiliation, ses plans exposés et contrecarrés. Je n'ai jamais voulu votre argent, ai-je dit, en les regardant chacun à leur tour. Je voulais seulement votre soutien, votre foi en moi, mais vous ne pouviez pas voir la valeur dans quoi que ce soit qui ne soit pas votre idée ou sous votre contrôle. J'ai fermé mon dossier et je me suis levé, rassemblant mes affaires. Je ne signerai rien ce soir ni jamais. Mon entreprise n'est pas disponible à l'acquisition, au partenariat, ou à l'intégration familiale. Elle est à moi, construite sans votre aide, et elle le restera. La chaise a raclé bruyamment contre le parquet alors que je me reculais de la table.
Tu ne peux pas faire ça, a dit mon père, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Nous sommes une famille. La famille se soutient, ai-je répondu, regardant spécifiquement ma mère. La famille célèbre les réussites plutôt que d'essayer de les exploiter. La famille ne menace ni ne manipule. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. Si vous étiez vraiment fier de ce que j'ai construit, vous le respecteriez assez pour me laisser continuer à le construire à ma façon. Au lieu de cela, vous avez seulement vu quelque chose à prendre. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur notre famille. Avec ces mots, je suis sorti de la salle à manger, laissant derrière moi le dessert intact, les documents éparpillés, et l'illusion brisée que les liens du sang étaient plus forts que le respect. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti complètement libéré du besoin de leur approbation. J'ai réussi à atteindre ma voiture avant que mon calme ne se fissure. Assise au volant, clé en main, mes moteurs encore éteints. J'ai senti l'impact émotionnel complet de ce qui venait de se passer s'abattre sur moi comme une vague. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais pas insérer la clé dans le contact. Les larmes sont venues sans avertissement, chaudes et rapides, brouillant ma vision alors que je haletais pour respirer. 5 ans à construire une entreprise, une vie à chercher l'approbation, et des décennies de dynamique familiale, avaient culminé dans cette confrontation à table. L'adrénaline qui m'avait porté s'est maintenant dissipée, me laissant vide et tremblante. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là à pleurer dans ma voiture garée devant ma maison d'enfance. Assez longtemps pour que les lumières du détecteur de mouvement dans l'allée s'éteignent, me plongeant dans l'obscurité. Assez longtemps pour que mon téléphone sonne 3 fois avec des appels de ma mère auxquels je ne pouvais pas me résoudre à répondre. Finalement, j'ai réussi à démarrer la voiture et à partir, bien que je n'ai fait que 2 pâtés de maison avant de devoir m'arrêter à nouveau. Cette fois pour appeler James. Ma voix était rauque de pleurs quand il a répondu. Il voulait 70%, ai-je dit sans préambule. Ils essayaient de sauver l'entreprise de papa et les finances de Stéphanie en prenant la mienne. James n'a pas été surpris. Vu comment tu décris ton père, je soupçonnais que quelque chose comme ça puisse arriver. L'important est que tu aies été préparé et que tu aies tenu bon. As-tu utilisé l'enregistreur? J'ai hoché la tête, puis j'ai réalisé qu'il ne pouvait pas me voir. Oui, j'ai tout eu, y compris une menace de nuire à mon entreprise si je ne signais pas, bien, a-t-il répondu. Cela nous donne un levier s'ils essaient quoi que ce soit. Il a fait une pause. Comment vas-tu? La simple gentillesse de la question m'a presque fait fondre à nouveau. J'ai à peine réussi à garder ma voix stable. Ça ira. J'ai juste besoin de temps pour digérer. Après avoir assuré à James que j'étais en état de conduire, j'ai terminé l'appel et je me suis dirigé vers mon appartement. Cette nuit-là a été l'une des plus longues de ma vie. Rejoignant la confrontation du dîner dans mon esprit, remettant en question mes paroles, et me demandant si j'aurais pu d'une manière ou d'une autre empêcher la fracture complète de mes liens familiaux. Le lendemain matin a apporté une série de messages. 6 appels manqués de ma mère, une série de SMS de plus en plus en colère de Stéphanie, culminant en accusations affirmant que j'avais toujours été jalouse de sa relation avec notre père, et le plus troublant, un email de mon père qui oscillait entre des menaces juridiques vagues et une manipulation émotionnelle sur la loyauté familiale. J'étais en train de réviser ces messages autour de mon café du matin quand mon téléphone a sonné à nouveau. M'attendant à un autre appel de la famille, j'ai été surprise de voir le nom de ma mère à l'écran. Après un moment d'hésitation, j'ai répondu. Sa voix était basse, comme si elle appelait de quelque part où papa ne pourrait pas entendre. Delinda, je dois te dire quelque chose. Ton père, son entreprise échoue depuis plus d'1 an. L'industrie de la construction a changé et il a refusé de s'adapter. Il a tout misé, y compris la maison. La révélation n'était pas entièrement surprenante après ce que James avait découvert, mais l'entendre confirmé par ma mère l'a rendu réel d'une nouvelle manière. Papa s'était toujours présenté comme infaillible en affaires, et j'avais grandi en croyant que son succès était intouchable. Pourquoi me dis-tu ça, ai-je demandé. Il y eut une longue pause avant qu'elle ne réponde. Parce que tu mérites de connaître la vérité, et parce que, elle a hésité, j'aurais dû te défendre il y a des années. L'appel s'est terminé sans résolution, sans promesse de changement, juste une petite reconnaissance d'une vérité que nous avions toujours tous deux connue, mais jamais exprimée. Ce matin-là au bureau, j'ai rassemblé mon équipe pour une réunion d'urgence. Je n'ai pas partagé tous les détails personnels, mais j'ai prévenu qu'il était possible que ma famille essaie de les contacter ou de répandre des rumeurs sur l'entreprise.
J'ai demandé à notre réceptionniste de filtrer les appels avec soin et j'ai tout documenté au cas où une action en justice deviendrait nécessaire. Mon avertissement s'est avéré prémonitoire. À midi, plusieurs employés ont signalé des appels étranges posant des questions détaillées sur nos opérations commerciales et nos clients. Jessica a découvert que quelqu'un avait tenté d'accéder à notre base de données clients en utilisant un ancien mot de passe. Et le plus alarmant, 2 de nos nouveaux clients ont appelé pour vérifier si nous travaillions toujours avec eux, disant qu'ils avaient reçu des appels suggérant que notre entreprise était en cours de restructuration. La rapidité et la coordination de ces tentatives pour saper mon entreprise ont confirmé que la menace de mon père n'avait pas été vaine. Il utilisait ses relations commerciales restantes pour semer le doute sur la stabilité de mon entreprise. Avec les conseils de James, nous avons mis en place des contre-mesures immédiates, des mises à jour des protocoles de mots de passe et de sécurité sur tous les systèmes, une approche directe de chaque client, les assurant de notre stabilité et de notre service continu. Une déclaration soigneusement formulée pour les employés à utiliser s'ils étaient approchés avec des questions sur l'entreprise. Cet après-midi-là, une livraison florale est arrivée à notre bureau, un arrangement élaboré et coûteux avec une carte de mon père, exprimant ses regrets pour notre malentendu et suggérant que nous nous rencontrions à nouveau pour discuter d'options plus conciliantes pour les 2 parties. La manipulation était si transparente qu'elle aurait été risible si elle n'avait pas été si douloureuse. J'ai renvoyé les fleurs avec une brève note indiquant que toutes les communications futures devaient passer par James, y compris ses coordonnées. Ce soir-là, j'ai déposé une demande d'ordonnance de protection temporaire contre mon père et ma sœur, basée sur les menaces enregistrées et les tentatives coordonnées de nuire à mon entreprise. La première semaine après le dîner a été un tourbillon de consultations juridiques, de mesures de sécurité et de gestion des crises. J'ai à peine dormi, travaillant tard dans la nuit pour m'assurer que chaque relation client restait solide. Chaque employé se sentait en sécurité et chaque système commercial était protégé contre les interférences extérieures. Le moment le plus difficile est survenu 10 jours après le dîner, lorsque j'ai dû diriger une présentation pour un nouveau client potentiel. Alors que je me tenais devant notre salle de conférence, professionnel et préparé comme toujours, j'ai aperçu mon reflet dans la paroi vitrée et j'ai vu le tribut que la trahison familiale avait eu. Des cernes sous mes yeux, une perte de poids due au stress, et une tension dans mes épaules qui n'était pas là auparavant. Pourtant, malgré mes troubles personnels, j'ai délivré l'une de mes présentations les plus solides jamais réalisées. Peut-être parce que pour la première fois, j'étais complètement libéré de tout désir persistant d'approbation parentale. Mon succès ou mon échec était entièrement le mien, pas un référendum sur ma valeur en tant que fille. Le client a signé avec nous cet après-midi-là, impressionné par notre portfolio et notre approche. Alors que nous nous serrions la main pour finaliser l'accord, il a mentionné qu'il nous avait choisi plutôt qu'une plus grande agence en raison de notre réputation d'intégrité et d'attention personnelle aux clients. L'ironie n'a pas échappé que les valeurs que mon père avait rejetées comme étant non professionnelles étaient précisément celles qui bâtissaient mon succès. Cette petite victoire a marqué un tournant. J'ai commencé à voir que je pouvais non seulement survivre à cette trahison familiale, mais en sortir plus forte pour l'avoir affrontée directement. L'entreprise que j'avais bâtie continuerait de prospérer, non pas malgré ma famille, mais parce que je l'avais protégée de leurs tentatives de prise de contrôle. Alors que la crise initiale se stabilisait, je me suis concentré sur ma propre guérison ainsi que sur celle de mon entreprise. J'ai commencé des séances de thérapie pour traiter les émotions complexes de la trahison familiale. J'ai rétabli ma routine de course matinale négligée pendant la crise. Et surtout, je me suis reconnecté avec la passion créative qui avait lancé mon parcours. Passant mes soirées à esquisser et à concevoir uniquement pour le plaisir, pas pour des clients ou du profit. Au bout d'un mois après la confrontation du dîner, les protections juridiques étaient fermement en place. Les relations clients s'étaient stabilisées, et les tentatives de saper mon entreprise avaient largement cessé. Mon père, confronté à l'ordonnance de protection et aux preuves enregistrées, s'était retiré, du moins temporairement. Ce qui restait était le travail plus profond d'accepter que la famille que j'avais toujours espéré qu'elle finirait par reconnaître ma valeur et célébrer mon succès selon mes propres termes n'existerait jamais. Cette acceptation était douloureuse, mais finalement libératrice, créant de l'espace pour des relations basées sur un respect authentique plutôt que sur l'obligation ou la manipulation. 6 mois se sont écoulés depuis ce dîner fatidique, transformant à la fois mon entreprise et ma vie personnelle d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Là où mon père avait prédit la chute de mon entreprise sans son influence, Dinda Design Studio a plutôt prospéré, obtenant 3 nouveaux contrats majeurs et élargissant notre équipe à 12 employés à temps plein.
Le contrat national Retail Solutions qui avait déclenché la tentative de prise de contrôle de ma famille est devenu le fondement d'opportunités encore plus grandes. Notre travail pour eux a été reconnu par l'industrie, conduisant à des demandes de marques nationales similaires recherchant de nouvelles perspectives de design. Nous n'étions plus seulement un studio local prospère, mais un nom reconnu dans notre industrie. Les menaces juridiques que mon père avait initialement faites se sont estompées à mesure que sa propre situation commerciale se détériorait davantage. Par le biais de contacts de l'industrie, j'ai appris qu'il avait été contraint de vendre son immeuble commercial et de réduire ses activités à une opération beaucoup plus petite. Stéphanie avait apparemment déménagé dans un autre État pour travailler pour l'entreprise d'un ami. Ses ambitions entrepreneuriales, du moins temporairement mises de côté. Ma mère, dans ce qui était peut-être le développement le plus surprenant, avait enfin trouvé son propre courage. 3 mois après notre confrontation, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait quitté la maison familiale et avait déposé une demande de séparation. Elle avait loué un petit appartement et avait pris un poste à temps partiel pour enseigner l'art dans un centre communautaire, renouant avec la passion qu'elle avait abandonnée il y a des décennies pour soutenir les ambitions de mon père. Notre relation se reconstruisait timidement, non pas comme mère et fille au sens traditionnel, mais comme 2 femmes trouvant leur chemin vers des vies authentiques. Nous nous rencontrions pour prendre un café toutes les 2 semaines, en veillant à garder nos conversations axées sur le présent plutôt que de rouvrir de vieilles blessures. Elle ne m'a jamais pressé de me réconcilier avec mon père ou ma sœur, respectant les limites que j'avais établies. La thérapie professionnelle est devenue une partie essentielle de mon parcours de guérison. Des séances hebdomadaires m'ont aidé à traiter les émotions complexes de la trahison familiale et à reconnaître les schémas que j'avais intériorisés dès mon enfance. J'ai appris à séparer ma valeur personnelle de la validation externe et à faire confiance à mon propre jugement sans chercher l'approbation des figures d'autorité. L'enregistreur vocal qui avait capturé les menaces de mon père est resté dans le tiroir de mon bureau, intact depuis que j'en avais transféré le contenu dans un stockage sécurisé. Sa présence servait de rappel que j'avais tenu bon quand cela comptait le plus, mais je ne ressentais plus le besoin de rejouer ces moments douloureux. Les preuves existaient si jamais elles étaient nécessaires, mais mon attention restait fermement axée sur l'avenir. Mon appartement, qui avait été mis de côté pendant des années pour les investissements commerciaux, a finalement reçu l'attention qu'il méritait. J'ai déménagé dans un loft spacieux au centre-ville, plus près de mon bureau, et rempli de lumière naturelle, parfait pour mes projets créatifs personnels renouvelés. Pour la première fois, j'ai créé une maison qui reflétait mon esthétique et mes besoins plutôt que de minimiser mon confort personnel au profit de la croissance de l'entreprise. Le changement le plus significatif est venu de la façon dont j'ai structuré la culture de mon entreprise. Ayant fait l'expérience directe des dommages causés par le soutien conditionnel et l'exploitation déguisée en opportunité, je suis devenu déterminé à créer l'environnement opposé pour mon équipe. J'ai mis en place un programme de participation aux bénéfices qui garantissait que tous ceux qui contribuaient à notre succès en bénéficieraient. Lorsque nous avons reçu un contrat particulièrement lucratif, des primes ont été distribuées dans toute l'entreprise plutôt que concentrées au sommet. Des arrangements de travail flexibles reconnaissaient que les créatifs ont une vie et des responsabilités en dehors du bureau. Peut-être le plus significatif sur le plan personnel, j'ai créé un fonds de bourse pour les étudiants en design sans soutien financier familial. Chaque année, 2 artistes prometteurs reçoivent une aide financière pour leurs études et un mentorat par le biais de notre studio, créant ainsi le système de soutien qui m'avait manqué pendant mes propres études. Les premiers bénéficiaires ont commencé leur stage chez nous le mois dernier. Leur talent et leur détermination me rappelaient ma jeune moi. Le concept de famille s'est transformé dans ma compréhension. Alors que les liens du sang s'étaient avérés conditionnels et manipulateurs dans mon expérience, j'ai découvert que la famille pouvait être choisie et créée par des connexions authentiques. Mon équipe est devenue plus que des collègues, évoluant vers une communauté solidaire qui célébrait les succès de chacun sans jalousie ni ordre du jour. Des amitiés proches se sont approfondies à mesure que je me suis autorisé à être plus vulnérable concernant mes expériences. Les personnes que j'avais tenues à distance pendant les années dévorantes de construction de mon entreprise sont maintenant devenues des confidents de confiance. Des dîners du week-end, des randonnées et même des vacances sur la côte ont remplacé l'accent isolé qui avait caractérisé mes premières années d'entrepreneuriat. Un soir, en examinant nos résultats trimestriels avec Jessica, qui avait été promue directrice de la création, elle m'a posé une question qui m'a surprise. « Regrettez-vous parfois d'avoir tenu tête à votre famille ce soir-là » a-t-elle demandé. « Le chemin le plus facile est rarement le bon » ai-je répondu après avoir soigneusement réfléchi à la question. Tenir bon a été douloureux, mais cela a préservé tout ce que j'ai construit et tous ceux qui dépendent de cette entreprise. Plus important encore,
cela a préservé mon respect de moi-même. Le chemin vers la guérison n'était ni linéaire ni simple. Certains jours apportaient encore des vagues de chagrin pour la relation familiale que j'avais toujours voulu mais jamais vraiment eue. Les fêtes portaient une piqûre particulière. Les médias sociaux se remplissaient d'images de joyeuses réunions de famille qui contrastaient vivement avec mon expérience. Mais même ces moments difficiles sont devenus des occasions de croissance plutôt que des revers. J'ai appris que le pardon ne nécessitait pas nécessairement une réconciliation. Je pouvais libérer la colère et le ressentiment envers ma famille pour ma propre paix sans reprendre des relations toxiques. Comprendre les insécurités et les peurs qui motivaient le comportement contrôlant de mon père ne l'excusait pas, mais m'aidait à éviter de répéter des schémas similaires dans mon propre leadership. Le dossier qui avait protégé mon entreprise ce soir-là est devenu symbolique d'une vérité plus large. J'acceptais maintenant complètement que j'étais l'architecte de ma propre vie et de mon succès. Pas les connexions familiales, pas le privilège hérité, mais mon propre talent, ma détermination et mes choix éthiques avaient bâti quelque chose de précieux et de durable. En regardant vers l'avenir, je ne ressens plus le poids de chercher la validation qui caractérisait une grande partie de ma vie antérieure. Ma valeur n'est pas déterminée par l'approbation de mon père ou la jalousie de ma sœur. Elle se reflète dans l'entreprise prospère que j'ai créée, les personnes dont les carrières ont grandi à mes côtés, et les relations authentiques que j'ai construites avec ceux qui m'apprécient exactement pour ce que je suis. Si vous avez jamais dû vous battre pour ce qui vous appartient légitimement, que ce soit en famille, en affaires ou dans des relations, rappelez-vous que tenir bon n'est pas égoïste, c'est de la préservation de soi. Votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui essaient de la diminuer. Avez-vous jamais dû protéger quelque chose que vous avez construit de ceux qui auraient dû vous soutenir? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cela vous a parlé, veuillez vous abonner et appuyer sur le bouton j'aime, car construire une communauté de personnes solidaires est la famille que nous méritons tous. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous, la force de protéger ce que vous avez créé était en vous depuis toujours.